Theresa May a signé la lettre qui va déclencher le Brexit. La première ministre britannique la remettra ce mercredi à Bruxelles. Le Parlement écossais, lui, a donné son feu vert à Nicola Sturgeon pour demander un nouveau référendum d'indépendance. La Guyane, toujours paralysée par la grève générale, des manifestations d'une ampleur jamais vue ont eu lieu dans les deux plus grandes villes du territoire. 2 ministres, dont celui de l'Intérieur, sont attendus sur place ce mercredi. Aux États-Unis, Donald Trump revient sur les acquis de Barack Obama en termes de climat. Le président américain souhaite désormais privilégier les énergies fossiles et notamment le charbon, pourtant très polluant pour l'environnement. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. C'est donc dans quelques heures que le Royaume-Uni va déclencher le Brexit. Theresa May a bien signé la lettre de divorce avec l'Union européenne. Elle sera remise ce mercredi au président du Conseil européen Donald Tusk. Et à la veille de ce jour historique, le Parlement régional écossais a autorisé la première ministre Nicola Sturgeon à demander l'organisation d'un nouveau référendum d'indépendance à Londres. Un pari loin d'être gagné. Theresa May jugeant, je cite, que ce n'est pas le bon moment. Raphaël Vivant. À la veille du déclenchement du Brexit, les députés écossais ont voulu donner un signal fort. À 69 voix contre 59, ils ont validé la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance, défendu par la première ministre écossaise. Le peuple d'Écosse devrait avoir le droit de choisir entre le Brexit, possiblement très dur, et de devenir indépendant et capable de tracer son propre chemin et de créer un partenariat d'égal à égal à travers le Royaume-Uni. Après ce feu vert, Nicola Sturgeon doit désormais obtenir l'accord du Parlement de Westminster et de la première ministre britannique. Theresa May qui a rappelé lundi son opposition au projet, déclarant que l'heure n'est pas aux divisions. Une vision partagée par les conservateurs écossais. Pour ces derniers, un tel référendum est une perte de temps. Ce n'est pas un plan sérieux fait par un gouvernement raisonnable. Ce sont les indépendantistes réchauffant les mêmes recettes pour nous diviser. Prenez une proposition irréalisable, ajoutez de la verdure, remuez les doléances et servez. Cela a pu marcher un jour, mais laissez-moi dire à la Première ministre, cela ne sent pas bon et les Écossais n'y croient pas. Malgré la victoire du non lors du précédent référendum sur l'indépendance en 2014, Nicola Sturgeon veut y croire. Elle estime que les choses ont changé depuis le vote sur le Brexit. Les Écossais s'étaient alors prononcés majoritairement pour le maintien dans l'Union européenne. La première ministre écossaise espère tenir la nouvelle consultation sur l'indépendance fin 2018 ou début 2019. Et à la veille de ce Brexit, le maire de Londres, Sadiq Khan, a rencontré son homologue parisienne, Anne Hidalgo. L'occasion pour eux d'annoncer une série de partenariats entre les deux capitales. J'échange avec des collègues à Paris et en France, parce que même si nous avons choisi de quitter l'Union européenne, nous n'allons pas cesser d'être amis, nous n'allons pas cesser d'être des alliés et nous n'allons pas cesser de nous entendre et d'apprendre les uns des autres. J'ai choisi avec Sadiq Khan de construire quelque chose qui soit de l'ordre du gagnant-gagnant après le Brexit, parce que Londres est une grande capitale économique, Paris est une grande capitale économique et nos entreprises, nos milieux économiques ont besoin aussi de coopération, même si la compétition existe. Selon une source judiciaire, Pénélope Fillon a été mise en examen dans l'enquête sur ses emplois présumés fictifs. 3 charges ont été retenues contre l'épouse du candidat des Républicains. Complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. Le premier tour de l'élection présidentielle française est dans 25 jours. Marine Le Pen a déclaré que si elle était élue, elle ne nommerait ni son compagnon Louis Alliot, ni sa nièce Marion Maréchal Le Pen comme ministre. Un Front National qui a toujours dans son viseur le programme libéral d'Emmanuel Macron. On écoute Louis Alliot. M. Macron a un discours qui consiste à enfiler des perles depuis le début de la campagne sans savoir très exactement où il veut aller. Comment il veut aller et qu'est-ce qu'il veut faire. La seule chose dont on sait qu'il fera, c'est qu'il s'inscrira dans la feuille de route de l'Europe de Bruxelles, celle que précisément les Français ont rejetée en 2005. Ça, c'est une certitude. Pour le reste, c'est un peu comme Fillon, hein. C'est moins de fonctionnaires, c'est l'ouverture des marchés à outrance, c'est la compétitivité internationale sans protectionnisme, c'est plus d'immigration et c'est une absence totale, j'allais dire, de clairvoyance sur le phénomène de l'islam radical dans notre pays, où manifestement ça ne l'intéresse pas.
Benoît Hamon est élu à Berlin. Le candidat socialiste a reçu le soutien de Martin Schulz, le nouveau président du SPD. Il a en revanche marqué sa différence avec la chancelière Angela Merkel, notamment sur le volet des déficits. Benoît Hamon est le troisième candidat reçu par la chancelière allemande depuis le début de l'année, après François Fillon et Emmanuel Macron. De l'aveu des autorités, ce sont les plus grosses manifestations jamais organisées en Guyane. Selon la préfecture, il y avait jusqu'à 10 000 personnes à Cayenne, 4 000 à Saint-Laurent-du-Maroni, la deuxième ville du territoire. La grève générale, elle, se poursuit. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer sont attendus ce mercredi en Guyane pour trouver une solution au blocage. Mickaël Guyeux. La Guyane nous bonquait ça. La Guyane, ça suffit. Dans les rues de Cayenne, la mobilisation est sans précédent. Les Guyanais ont répondu présent à l'appel des organisateurs de la journée morte. Dans tout le département, environ 11 000 personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. La Guyane va mal, tout le monde va mal, la société va mal, tous les corps de métier, toutes les professions. Personnellement, je suis enseignante, ça va mal dans l'enseignement également. Donc il faut se mobiliser. Pompiers, enseignants, magistrats, de nombreux corps de métier réunis. Leur point commun, un sentiment d'avoir été abandonné par l'État. Nous sommes les oubliés de la France. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer encore au gouvernement que ce n'est pas en envoyant des émissaires ou même l'évêque de Cayenne que nous allons avancer. Il faut que pour ce pays un bon plan, un plan qui nous permette de décoller vraiment. Face à cette colère, Bernard Cazeneuve a annoncé la venue d'une délégation ministérielle avant la fin de la semaine. En attendant, les syndicats comptent bien continuer le mouvement. La grève illimitée va se poursuivre. La communauté chinoise de France est en colère. Des dizaines de personnes se sont une nouvelle fois réunies dans le 19e arrondissement de la capitale. C'est là qu'un Chinois a été tué par un policier dimanche dans des circonstances encore floues. Pékin s'inquiète et demande officiellement à Paris de garantir la sécurité et les droits de ses ressortissants. Charlotte Prudhomme. Ces ressortissants de la communauté chinoise à Paris sont en colère. Dimanche, un homme a été tué par des policiers à son domicile dans des circonstances encore floues. On a la haine, le policier ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça, à la maison en plus. La Chine a réagi. Elle demande à la France d'assurer la sécurité de ses ressortissants et l'ouverture urgente d'une enquête. L'ambassade de Chine en France a envoyé des émissaires pour rencontrer la famille du défunt et a offert de l'aide. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué aujourd'hui l'ambassade de France en Chine pour porter plainte. Nous continuerons à suivre le développement de cette affaire avec notre ambassade en France et assurer la sécurité, le droit légitime et l'intérêt des citoyens et des institutions chinoises en France. Réponse des autorités françaises, la sécurité des Chinois en France est une priorité. Dimanche soir, alors que des policiers interviennent pour un différend familial dans cet immeuble du 19e arrondissement de Paris, les forces de l'ordre ouvrent le feu. Xiao Liu est père de famille, il vient d'être abattu devant ses enfants. Pour la police, il s'agit de légitime défense, car l'homme se serait jeté sur eux. Ce dernier lui porte des coups de ciseaux au niveau de l'aisselle. Notre collègue hurle « il est en train de me planter, il est en train de me planter ». Son collègue, assurant sa protection, fait feu une fois en direction de l'individu et le blesse mortellement. Sa famille conteste cette version et dénonce un tir sans sommation. La fille qui était près de son père, d'ailleurs, nous le dit, jamais à aucun moment, son père n'a attaqué les forces de police. Jamais. Il avait juste le ciseau en main et, selon les dires de sa fille, un coup de fusil à pompe est tiré, directement, sans sommation. Lundi soir, près de 150 personnes se sont réunies pour manifester face au commissariat. Le rassemblement a dégénéré. Depuis, 35 personnes ont été interpellées et 2 enquêtes ont été ouvertes, dont l'une par la police des polices. Le terroriste Carlos, une nouvelle fois condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'auteur de l'attentat contre le drugstore Publicis, qui avait fait 2 morts et 34 blessés à Paris en 1974, il plaidait l'acquittement. Il estime que rien dans le dossier ne permettait de conclure avec certitude à sa culpabilité. Ses avocats vont faire appel de ce verdict.
En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo a été acquittée des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo était jugée pour son rôle dans les violences post-électorales de 2011, qui avait fait, je vous le rappelle, 3000 morts. Elle reste tout de même en prison, puisqu'en 2015, elle avait écopé d'une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Raphaël Vivant. Coup de théâtre à la cour d'assises d'Abidjan. L'ancienne première dame Simone Gbagbo a été jugée non coupable de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Contre l'avis du procureur général, qui avait requis une peine de prison à vie. C'est la tristesse et la désolation pour les victimes en Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire vient de démontrer qu'elle n'a ni la capacité ni la volonté de rétablir les victimes dans leur dignité. Nous appelons à l'exécution immédiate du mandat d'arrêt à l'encontre de Simone Gbagbo. Il faut qu'elle se retrouve à la CPI. Il n'y a que cette justice internationale qui pourra lutter efficacement contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo n'était pas au tribunal pour se réjouir de cette décision. Depuis le mois de novembre, elle boycotte le procès qu'elle juge inéquitable. L'avocat de la première dame a toutefois fait part de son soulagement. Je pense que les jurés et même les magistrats de la cour d'assises ont eu beaucoup de courage parce que ce n'était pas évident de rendre une telle décision dans un tel environnement politique. Rendre une telle décision, qui est la décision la plus juste, c'est la reconnaissance d'un dossier vide, mais c'est surtout la reconnaissance de l'innocence de Mme Simone Gbagbo. Arrêtée en septembre 2011, Simone Gbagbo était soupçonnée d'être impliquée dans des tirs d'obus sur un marché d'Abidjan et d'avoir commandité plusieurs assassinats, dans le but de maintenir son mari au pouvoir après l'élection de décembre 2010. Président sortant, Laurent Gbagbo avait alors refusé de reconnaître la victoire de son opposant Alassane Ouattara. La crise avait fait plus de 3000 morts en 5 mois. Malgré cet acquittement, Simone Gbagbo n'a pas été libérée. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. La Turquie aurait-elle espionné des partisans de Fethullah Gülen en Allemagne? La question se pose après l'ouverture par la justice allemande d'une enquête contre X. L'affaire concernerait 300 personnes et organisations jugées proches du prédicateur. Emmanuel Chaz est notre correspondante à Berlin. En février, le gouvernement turc avait donné au BND, les services secrets allemands, une liste de 300 supposés partisans de Fethullah Gülen accusés par Ankara d'être à l'origine du coup d'État manqué de l'an dernier. Une liste avec toutes les coordonnées de ces personnes, des personnes soi-disant impliquées, en demandant l'aide du gouvernement allemand pour la récolte d'informations sur ces personnes. Alors Thomas de Maizière, le ministre fédéral de l'Intérieur, et Boris Pistorius, le ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, ont déclaré aujourd'hui qu'il était inacceptable et intolérable que le gouvernement turc enseigne sur des personnes vivant en Allemagne, d'autant qu'à ce jour, aucune preuve ne lie ces personnes à une quelconque action illégale ou terroriste. Donc la question pour l'Allemagne est de savoir comment le gouvernement turc s'est procuré les informations à l'encontre de ces personnes. Direction à présent les États-Unis, où Donald Trump ne semble pas partager les vues de Barack Obama sur le climat. Le président américain a signé un décret qui permettra de réexaminer les avancées en la matière de son prédécesseur. Dans un discours, il a promis un renouveau de l'industrie du charbon, pourtant très polluante. Les précisions de notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. Un réexamen tout simplement de ce qui avait été mis en place par le prédécesseur démocrate de Donald Trump, à savoir Barack Obama, et notamment le Clean Power Plan, le plan pour une énergie propre qui prévoyait énormément de réglementation et un véritable projet de transition énergétique pour les États-Unis, l'un des premiers pollueurs au monde depuis les énergies fossiles vers les énergies alternatives, alors que Donald Trump veut précisément faire un virage à 180 degrés, revenir en arrière, notamment sur le charbon qu'il souhaite remettre au goût du jour, mais pas seulement. Pour lui, il s'agit tout simplement de mettre fin à beaucoup des réglementations, il l'a dit, des prohibitions, notamment sur des projets. Par exemple, Barack Obama avait interdit de démarrer de nouveaux gisements miniers sur des territoires fédéraux. Ça, Donald Trump s'en est débarrassé. Puis surtout, il s'attaque à l'Agence pour la protection énergétique avec un budget qu'il a présenté pour cette agence-là qui sera diminué d'un tiers et qui fera que le budget qu'elle détiendra, s'il est approuvé, sera tout simplement au plus bas depuis 40 ans. Donc l'idée de Donald Trump, finalement, c'est de contourner les considérations environnementales qui sont pour lui soit des inventions des Chinois ou alors totalement inintéressantes pour privilégier l'emploi, puisque selon lui, en prenant ces dispositions-là, il le pense en tous les cas, créer de l'emploi.
Un mot de sport et de football pour finir. La France recevait ce mercredi l'Espagne au Stade de France. Un match amical perdu 2-0 par les Bleus de Didier Deschamps. Les réalisations espagnoles sont signées Silva et Deulofeu. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.